Alors, moi je suis Célia, donc je suis du deuxième semestre du DES MIR, actuellement en anesthésie à Corbeil. Donc moi je vais vous parler surtout du curare et d'une complication qui arrive de temps en temps, mais qui est assez rare, la curarisation résiduelle. Alors, on va partir d'un cas clinique, donc je vous présente Madame X, qui a 29 ans, qui est enceinte à 29 semaines d'aménorrhée. 64 kg, 1m54, qui a pour principal antécédent une spina bifida occulta, donc une anomalie de fermeture du tube neural, qui a été opérée à l'âge de 1 an. Elle garde comme séquelles des séquelles urologiques, une patiente qui n'a pas d'érection spontanée, qui a recours aux autosondages. Elle fait à cause de ça plusieurs épisodes d'infection urinaire à répétition durant sa vie, et notamment durant sa grossesse qui est actuellement, avec nécessité de pose de sonde gigile donc en juillet 2024 pendant qu'elle était enceinte. Elle a été du coup endormie pour cette pause sous rocuronium. Ça s'était bien passé. Elle n'a pas d'autres antécédents, une hypertension artérielle, une allergie aux bactéries. Donc nous, elle nous est adressée au bloc opératoire pour dans une suite de cette pyélonéphrite avec les sondes gigiles qui n'étaient plus en place et la nécessité de faire une néphrostomie dans ce contexte de pyélonéphrite. Dû à sa spina bifida, on a une complication à l'arraché anesthésie, donc on a dû l'endormir en anesthésie générale avec une intubation en séquence rapide puisqu'elle est considérée comme estomac plein. Donc, elle arrive au bloc opératoire avec des paramètres vitaux qui étaient corrects, une saturation notamment à 100% en air ambiant. Elle est induite donc avec 10 mg de Keta, 15 de SUV, 290 de Propofol et 70 de Célo. L'intervention se passe sans complications, avec une fin d'intervention 40 minutes plus tard. À 2 heures, elle se réveille. Un réveil qui est une patiente qui est agitée, mais ce qu'on connaît normalement au bloc, une reprise de ventilation spontanée, une patiente qui prend des bons volumes en VSF et une fréquence respi qui était à 12 par minute. Avec tous ces critères, on a pu l'extuber à 2h14. L'extubation se passe bien, mais 10 minutes plus tard, la patiente présente des troubles de l'élocution. Principalement, au début, c'était des troubles de l'élocution, puis une hypotonie des membres, et elle présente une désaturation profonde et brutale jusqu'à 82%. À ce moment-là, elle avait le TOF qu'on a pu mettre, le TOF retrouve une pluralisation à 50% avec 4 réponses sur 4. On l'a ventilé rapidement à la main. La patiente présentait quand même une ventilation spontanée, même si elle était faible, donc on a fait la reventiler à la main. Une patiente qui resature 2 minutes après à 97%. On la relaie par VNI avec une patiente qui prend des bons volumes avec de l'aide. Et finalement, après 40 minutes de VNI, la patiente a récupéré son plan moteur, elle a une bonne élocution, une saturation 95% sous 8 litres, mais un TOF qui est maintenant à 90%. Voilà. Donc le but de cette présentation, ça va être de comprendre pourquoi la patiente avait un TOF à 50% alors qu'elle a eu uniquement de la Célo et qu'on était à plus de 1h30, même 2h de l'administration de séroturine. Donc d'abord, on va refaire un petit récap sur les curares. On va parler de la curarisation résiduelle, comment on y pense, et ensuite on va se focus sur la séroturine et les contre-indications de la séroturine, notamment le déficit en butyrylcholinestérase. Donc, petit rappel sur les curares, deux catégories, dépolarisants, non dépolarisants. Nous, on s'intéresse particulièrement aux dépolarisants pour cette patiente. Donc, c'est des agonistes non compétitifs de l'acétylcholine, ça veut dire qu'ils vont dépolariser la membrane postsynaptique. La démétabolisation, ce qui est important, c'est que ce curare est éliminé par la pseudocholinestérase, ce qui est différent des non dépolarisants qui sont métabolisés par d'autres voies, notamment la voie de Hoffmann et les estérases plasmatiques qui ne dépendent pas du tout de la pseudocholinestérase, à l'exception du mivacurium, qui est ici, qui est également, lui, métabolisé par la pseudocholinestérase en air. Donc les dépolarisants ont une durée d'élévation très rapide, de l'ordre de la minute, moins de 10 minutes, et la durée d'action, j'ai mis 5 à 20 minutes maximum, mais en général à 5 minutes, il n'y a plus d'action des curares. Le seul qui est disponible, c'est la succinylocholine, donc on connaît sous le nom de séroturine. Qu'est-ce que la curarisation résiduelle? La curarisation résiduelle, elle est définie par la HAS en 2009 comme un rapport T4 sur T1, donc du TOF, inférieur à 90%. Donc c'est une définition qui est purement quantitative sur le TOF. Pourquoi 90%? Avant, on considérait qu'inférieur à 70%, c'était une curarisation résiduelle, mais il y a des études qui ont montré qu'entre 70 et 90%, il y avait quand même des muscles de la filière pharyngolaryngée qui étaient encore paralysés à entre 90 et 70% de TOF. Donc maintenant, c'est bien 90%. Donc le TOF, plusieurs sites d'information, cas de stimulation nerveuse via le nerf, et on regarde leur réponse musculaire. Donc il y a eu des recommandations pour l'utilisation des curares de l'ASPAR, qui est recommandé donc, de monitorer dès qu'il y a un curare administré au patient, peu importe le curare, il ne précise pas si c'est dépolarisant ou non dépolarisant, et que la curarisation résiduelle, la définition est purement sur le TOF, donc un rapport
T4 sur T1 supérieur ou inférieur à 90%. Alors, comment on y pense? On est au bloc opératoire, la patiente se réveille. Nous, ce qui nous a frappé en premier, c'était les troubles de nutrition. Mais c'est aussi des patients qui peuvent ne pas avoir de ventilation spontanée. Donc ça, on s'en rend compte assez facilement. Une absence de réponse aux ordres simples ou encore des troubles de la déglutition. Mais malgré tous ces signes qui peuvent nous faire penser à la pluralisation résiduelle, le diagnostic, c'est vraiment sur le TOF. Il faut mettre le TOF à chaque fois qu'on pense à une pluralisation résiduelle. Déjà, le TOF devait être normalement placé à chaque cura, mais on sait très bien que ce n'est pas forcément le cas lorsqu'il y a de la célo en jeu. Donc, comment on réagit? Là, principalement, déjà, on met le TOF. S'il n'est pas mis, on le met. On aurait peut-être le réflexe, si on a une pluralisation résiduelle, d'injecter de la néostigmine comme pour le QR non dépolarisant. Sauf que c'est une grosse contre-indication avec la célopurine, je vous expliquerai après quand on verra le mécanisme d'action. Donc si le patient est toujours entubé, c'est plus que simple, on maintient la sédation, on vérifie que le TOF, on remonte jusqu'à plus de 90%. S'il n'est pas intubé, c'est là où c'est plus compliqué, on joue un peu en fonction de la ventilation spontanée. Si la ventilation spontanée qui nous paraît assez correcte, comme nous, ce qui était le cas, on peut reventiler la main ou faire de la VNI. S'il n'y a pas de ventilation spontanée et qu'on est extubé, on n'aura pas trop le choix de réintuber. Donc maintenant, on va s'intéresser à la célo. Donc la célopurine, aussi appelée célopurine, la première utilisation est en 1951, donc il y a quand même pas mal de temps, c'est un cœur dépolarisant, en maladie, et qui a pas mal de contre-indications, l'insuffisance rénale, les brûlures, l'hypercalémie, l'hyperthermie et notamment ce déficit en pseudocholinéstérase. Tout le monde sait que c'est une contre-indication, mais peu de gens savent vraiment qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est une contre-indication. Il y a justement une étude de Benoît Plot, un anesthésiste, qui s'intéressait aux connaissances des anesthésistes réanimateurs sur ce déficit en pseudocholinérase. C'est un auto-questionnaire sur 70. Et on voit que le score moyen des médecins anesthésistes était de 31 sur 70. Donc on voit qu'il y avait encore pas mal de médecins informés sur ce déficit-là, et ça va être un peu le but de Ploto. Mais avant ça, on va vous interroger, vous, sur vos connaissances sur ce déficit en pseudocholinérase. Il y a 20 personnes. Juste avant de poser des questions, on fait juste un petit focus sur cette enzyme-là, qui est la butyrylcholestérase, aussi appelée pseudocholinéstérase, c'est la même chose. Donc c'est une enzyme qui est présente dans quasi tous les tissus du corps humain sauf les érythrocytes, qui est synthétisée par le foie, avec une demi-vie de 8 à 10 jours, qui est le gène est situé sur le bras long du chromosome 3, et elle isolise près de 90% de la cellule. Donc on veut dire que s'il n'y a pas de butyrylcholestérase, la cellule va rester très longtemps dans le corps. C'est ce qu'on voit sur ce petit schéma très théorique qui dit que s'il n'y a pas de pseudocholinéstérase, l'action de la succinylcholine est prolongée. Là, c'est juste pour vous montrer en pratique ce qui se passe. C'était une revue qui est assez vieille de 1991 qui s'intéresse au lien entre la concentration de cette cholinestérase et la réponse au TOF. Donc on voit ici, pour une concentration assez élevée à 2500 de cholinestérase, on voit que la première réponse au TOF elle est en moins de 5 minutes. Alors que plus on diminue la concentration de cette enzyme, plus la réponse au TOF arrive plus tardivement. Sachant que pour nous, si on a une cholinestérase qui est normale, les normes c'est de plus de 4000. Donc on est déjà dans un déficit à 2500, vraiment de 4000 à 7000. Maintenant, on passe aux questions. Donc, quelles sont les étiologies que vous connaissez de déficit en cholinestérase? Vous avez déjà les principales causes. La principale cause qui ressort, c'est le génétique. Donc justement, sur le déficit génétique, je vous pose juste 2 petites questions et après on voit toutes les réponses.
Et une dernière question. On se dit que, ok, la patiente avait un déficit génétique. Quel est le rôle de vous, médecin anesthésiste réanimateur, quand ce déficit génétique est affirmé? Ok, ça marche. Donc c'est parti maintenant pour toutes les réponses. Un premier, les déficits en glycylcholestérase, deux grandes causes, les causes congénitales et déficit acquis. Déficit congénital, c'est la principale cause. On est sur un rapport 80-20 entre congénital et acquis. Donc 80% des cas congénital, les blocs moteurs vont être profonds, avec des blocs moteurs qui vont être prolongés. La transmission est récessive. Donc on a des formes homozygotes et hétérozygotes qui vont avoir un impact sur l'activité de l'enzyme, selon le phénotype homozygote ou hétérozygote. La prévalence est de 1 sur 2500 pour ces déficits congénitaux. Les déficits acquis sont plus rares, mais sûrement sous-diagnostiqués, puisque c'est des blocs moteurs qui vont être moins profonds et moins prolongés. Peut-être qu'on aura un bloc moteur qui va durer 1 heure, mais vu que l'opération va durer 4 heures, on ne va pas se rendre compte qu'il y avait une pluralisation résiduelle à un moment de l'opération, puisque c'est des déficits qui sont moins profonds, comme je vous l'ai dit. L'activité de l'enzyme elle est moins altérée, et il y a des nombreuses causes que je vous cite ici. Donc ça, c'est les causes qui ressortent principalement de la littérature. Il n'y a pas de grosse étude qui dit ici forcément une cause, mais c'est ce qui ressort, avec notamment la grossesse et l'insuffisance hépatique, qui sont les deux principales causes acquises. Ce qui est dit de la grossesse, c'est que l'activité de l'enzyme va baisser pendant la grossesse et elle remonterait après le postpartum. Voilà, on a d'autres, donc l'insuffisance rénale, la malnutrition, les pertes protéiniques, quelques thérapeutiques et quelques expositions, mais c'est encore assez débattu, surtout les expositions professionnelles et environnementales. Concernant le déficit congénital, donc là je vous ai mis un case report, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a pas mal de case reports. Donc c'est un homme de 60 ans qui était admis au bloc opératoire pour un changement de PTG, sur un sepsis sur une probable infection de cette PTG. Il a reçu du propos, de la célo et du fentanyl. Et il avait nécessité maintenir cette ventilation mécanique 5 heures après la fin de l'opération, puisqu'en fait les 4 sur 4 avec plus de 90% de TOF, il arrive uniquement 6 heures après l'opération, après l'induction, pardon. Ce patient avait été exploré, donc on avait réalisé des prélèvements pour mesurer la concentration de cette enzyme, et on voit que les concentrations étaient à 658 unités pour une homme, quand je dis, qui va de 4000 à 7000. Donc on voit bien que ce patient avait un déficit en cholestérol. Après, la question de si c'est génétique ou acquis, pour l'instant, comme ça, c'est difficile à dire. On voit que la concentration est très basse, qui pourrait nous orienter vers un syndrome génétique, mais pour l'instant, avec ça, on ne peut pas conclure. Là, c'est une autre étude. Donc, il avait récupéré 60 patients, une analyse rétrospective, qui avaient un déficit en cholinestérase. On s'est intéressé à leur taux de cholinestérase en fonction de la présence ou non de mutation. Donc, finalement, il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas de mutation, donc déjà, c'est un peu plus difficile de conclure. Mais on voit que les normes, donc ici entre 1500 et 2000 pour les patients qui n'avaient pas de mutation, et entre 800 et 4000 pour les patients qui avaient une mutation, aujourd'hui, avec la seule concentration, savoir si c'est génétique ou non, c'est beaucoup trop compliqué, on n'est pas capable de le faire. Sachant qu'en plus, là, c'était un seul génotype de cette mutation, et puis il y en a plusieurs qui existent, c'est pas possible de conclure sur l'origine génétique juste avec la concentration. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Quel est le bilan à réaliser pour explorer? Donc, dès qu'on a une suspicion clinique, la première chose à faire, ça va être à 24-48 heures de prélever 4 ml de plasma, donc que ce soit intubé par Guinée ou intubé DTR, peu importe, et pour mesurer l'activité de cette enzyme. On l'envoie à un laboratoire, donc c'est souvent une analyse de routine dans les hôpitaux. Il faut juste se rapprocher de son laboratoire pour voir s'ils le font. Avant, ce qui était fait, il y avait une autre analyse qui était par phénotypage pour étudier le phénotype de l'enzyme. C'est plus réalisé parce qu'on s'est rendu compte que ça ne nous oriente pas sur l'origine génétique. Et du coup, si cette enzyme est diminuée, s'il y a un déficit de cette enzyme, il faut faire l'analyse génétique avec un consentement écrit du patient. Pour l'analyse génétique, et en tout cas en Ile-de-France, il y a ces feuilles-là à remplir, donc le patient doit signer son consentement écrit et le médecin anesthésiste doit renseigner les informations qu'il a eues des antécédents, de ce qui s'est passé pendant l'anesthésie, des complications. Il y a également précisé combien de tubes on doit envoyer. Et donc, en Ile-de-France, c'est l'hôpital de Bégin qui recentre toutes ces demandes d'analyse génétique de cette enzyme. Donc maintenant, on va reprendre notre technique de la personne qui était enceinte pour l'éphrostomie et qui avait une pluralisation résiduelle. Elle a eu donc cette mesure de concentration d'enzyme, donc on voit qu'elle est à 1448 unités. On voit donc qu'elle a un déficit vrai en cholinestérase. Maintenant, la question, comme je vous l'ai dit, c'est est-ce que c'est génétique ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que il n'y a pas de test phénotypique, on ne le fait plus.
et qu'en plus, ces patientes, elle a un facteur confondant qui est la grossesse. On pourrait penser que la grossesse en elle-même a juste diminué son taux de cholestérase, mais que si on réalisait le même prélèvement à distance de la grossesse, peut-être que cette cholestérase aura remonté, et donc contre-indiquée à vie, cette patiente, la CELO et toutes les drogues impliquées, alors qu'après la grossesse, elle est remontée, peut-être qu'il faudrait juste remesurer. Je vous mets un dernier article que j'ai trouvé là, qui est sorti en 2024, qui s'intéresse à des patientes qui étaient soit encore enceintes, soit dans le postpartum immédiat, qui avaient reçu la cellocurine. Donc sur ces 35 patientes, il y en avait 33 qui avaient un déficit vrai en cholestérase, et sur ces 33 patientes, finalement, il y en a 31 qui avaient une vraie mutation. Donc 90% de ces patients dans l'étude, malgré la grossesse, avaient un vrai déficit génétique. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'avec ces patientes, même si elles sont enceintes, on ne peut pas ne pas aller à l'analyse génétique. Il faut y aller et il faut explorer pour pouvoir le contre-indiquer à vie, la cellocurine. Ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être les patientes qui sont enceintes, donc qui sont considérées comme estomac plein, elles sont plus à risque de recevoir de la cello que n'importe quel autre patient qui va devoir avoir des sondes GG ou une néphrostomy, qui va avoir une rachie. Et puis voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin anesthésiste, il a petit 1, il va remettre le compte rendu d'anesthésie complet au patient et déclarer à la pharmacovigilance ce qui s'est passé. Le patient va avoir une contre-indication à vie à la pseudocholine et du coup au mivacurium, parce qu'on vous dit au début qu'il avait lui aussi une métabolisation par les pseudocholinestérase. Et enfin, si le déficit congénital est vrai, remettre une fiche explicative du patient qu'il doit toujours garder sur lui au cas où il doit passer au bloc en urgence. Et surtout penser au dépistage familial, puisque c'est autonomique récessif, il faut dépister les apparentés du premier degré. Donc, pour conclure, dès qu'on suspecte une pluralisation résiduelle sur des signes cliniques, s'il n'y a pas, il faut toujours mettre le TOF. C'est la première étape. Si le TOF est diminué, il faut maintenir la sédation et surtout ne pas ajouter une néostimine, puisqu'en fait la néostimine va inhiber encore plus la pseudocholinestérase. Donc ça va avoir l'inverse de l'effet attendu et on va prolonger le bloc musculaire encore plus longtemps. Et enfin, déclarer la pharmacovigilance et le lendemain, 24 à 48 heures, on prélève le sang, on se rapproche du laboratoire et ensuite on verra pour le dépistage génétique et les apparentés. Je vous mets cette diapo, c'est dans l'étude de Benoît Peu, c'était ce qu'il y avait à la fin du questionnaire pour récapituler tout ce que je vous ai dit là, avec les signes cliniques, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, et les prélèvements à réaliser à distance avec ce que le médecin anesthésiste doit réaliser. Voilà.